Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous, merci beaucoup Mathilde, de nous avoir conviés à présenter l'étude écaille. Donc on va faire cette présentation à deux voix avec Benjamin Cavalli, qui est le directeur du programme Malin. Et en effet, l'étude écaille n'existerait pas sans le programme Malin. Les deux projets sont très connectés et on va essayer justement de vous montrer par ces diapositives cet esprit de co-construction. Alors je vais te laisser te présenter, Benjamin, puis je reprendrai la parole après. Très bien. Bonjour à tous, on est ravis. Merci beaucoup, Mathilde Toubier, de nous avoir conviés. On est honorés. Donc moi, je suis Benjamin Cavalli, je suis le directeur de l'association. Et avant d'être directeur de l'association, j'ai notamment travaillé beaucoup sur les problématiques de l'aide alimentaire, parce que j'étais ancien responsable de l'aide alimentaire à la Croix-Rouge. Voilà. Très bien. Alors, je me présente rapidement, mais je suis chercheur en épidémiologie santé publique à l'INSERM, au CRES, dans une équipe qui est dédiée à la recherche sur les déterminants précoces de la santé. Autrement dit, on s'intéresse vraiment à tous ces facteurs qui interviennent pendant la période dite des 1000 premiers jours, donc de la préconception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, et qui peuvent interférer avec un développement harmonieux à la fois du fœtus et ou du jeune enfant, et ainsi impacter sa santé à plus ou moins long terme. Et l'équipe IRO a véritablement joué un rôle pionnier dans ce domaine de recherche en France, à la faveur notamment de ces 2 cohortes de naissance que vous connaissez peut-être, Eden et Elf, qui sont coordonnées dans l'équipe. Alors je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte concernant les disparités sociales liées à la nutrition, mais très précocement, donc dans cette première année ou ces 2 premières années de vie. Et par nutrition ici, bien évidemment, je vais avoir l'approche PNNS, nutrition au sens large, dont Mathilde vous a parlé, à la fois l'alimentation, mais aussi l'activité physique, les comportements sédentaires, voire le sommeil. Et pour commencer, en ce qui concerne les pratiques alimentaires parentales pendant la première année de vie, donc vous connaissez sans doute la recommandation de l'OMS d'allaiter au moins 6 mois, eh bien, on constate que la fréquence d'initiation à l'allaitement d'une part, mais aussi la durée d'allaitement est d'autant plus importante que les familles sont plus favorisées socialement. A l'inverse, le lait de vache en tant que source principale de lait pendant la première année de vie, ce qui n'est évidemment pas du tout adapté aux besoins nutritionnels du jeune enfant, est une pratique qu'on voit dans les milieux plus précarisés, ce qui correspond évidemment à un gros problème de santé publique. Concernant la diversification alimentaire, donc Mathilde l'a dit tout à l'heure, la recommandation va dans le sens de ne pas commencer l'introduction d'aliments solides avant les 4 mois de l'enfant, mais de ne pas non plus la diversifier après 6 mois. Et on constate là encore que l'adhésion à cette recommandation est davantage suivie dans les familles plus favorisées socialement. Et enfin, avec des méthodes d'épidémiologie nutritionnelle, on peut élaborer ce qu'on appelle des profils alimentaires. Et je suis sûre que Mathilde a dû vous en parler dans des sessions précédentes. On constate aussi que dès lors que la diversification alimentaire est en place, la qualité des profils alimentaires chez le jeune enfant, là encore, se rapproche d'autant plus des recommandations nutritionnelles que les familles ont une position socio-économique plus élevée. Alors si l'on regarde maintenant un des proxys de la sédentarité, l'exposition aux écrans dans la première année de vie, enfin, ou les 2 premières années de vie, ou l'usage des écrans, ce sont ici des données récentes à partir de la cohorte de naissance ELF qui montrent qu'à 2 ans, seuls 14% des enfants ne sont pas du tout exposés aux écrans, et cette non-exposition aux écrans correspond à la recommandation en vigueur. Et on voit très bien que ce taux est fonction croissant, là encore, de la position socio-économique. Je préciserai que quand on s'intéresse en épidémiologie pédiatrique, on approche souvent la position socio-économique par rapport à des caractéristiques socio-économiques des parents. Donc ici, c'est le niveau d'instruction au niveau d'études, qui est donc souvent utilisé comme un proxy de la position socio-économique. J'ai également mis ici une figure qui vous illustre, toujours dans ELF, figure qui a été publiée très récemment dans le BEH. Vous avez en ordonnée le temps moyen d'écran quotidien chez l'enfant à différents âges, en abscisse, 2 ans, 3 ans et demi, 5 ans et demi. Et en fait, les traits, les courbes sont d'autant plus foncées que la position socio-économique est plus faible
Et donc là, on voit clairement un gradient social avec un temps d'écran qui augmente au fur et à mesure que la position socio-économique diminue. Ces inégalités ou disparités sociales précoces des comportements est également observées pour l'activité physique et les routines du sommeil. Alors j'ai illustré ces inégalités d'une autre manière ici au niveau territorial. Vous avez à gauche le taux d'initiation à l'allaitement dans ELF et à droite le temps moyen quotidien d'écran. On voit alors que le taux moyen d'initiation à l'allaitement est de 70% dans ELF, eh bien, il y a de fortes disparités territoriales. Plus les couleurs sont foncées, je ne sais pas si on le voit très bien, mais plus le taux augmente. Et puis pour le temps d'écran, donc illustré à 2 ans et 3 ans et demi ici, les couleurs sont d'autant plus foncées que le temps d'écran est plus important. Donc là encore, disparité territoriale assez évidente. Et on constate notamment qu'au nord de la France, à la fois on a les plus faibles taux d'initiation à l'allaitement, mais aussi les durées d'écran les plus importantes. Par ailleurs, je fais une petite parenthèse, dans un travail de thèse actuellement dans l'équipe, porté par Camille Le Gall, on voit aussi que c'est dans le nord de la France que les prévalences du surpoids chez l'enfant de 3 ans et demi sont les plus importantes aussi. Alors évidemment, ces disparités sociales précoces des différents comportements de la balance énergétique, comportements qui, on le sait, s'installent ensuite sous forme d'habitudes tout au long de la vie, participent à construire des inégalités sociales de santé. Et j'ai pris ici l'exemple de la surcharge pondérale chez l'enfant, le surpoids, obésité incluse. Cette figure vous illustre donc la prévalence du surpoids en fonction, pour différentes tranches d'âge, en fonction de la position socio-économique qui ici a été approximée selon la catégorie socio-professionnelle du représentant de la famille. À l'époque, on disait chef de ménage, mais je vois que tu utilises une autre terminologie, Mathilde. Alors, ces données viennent de l'étude 1K1. J'ai fait exprès de prendre des données anciennes parce que ça vous illustre que déjà à cette époque-là, donc à la fin du siècle dernier, on observait des disparités sociales importantes pour le surpoids qui tendaient à s'accentuer avec l'âge, ici chez les 11-14 ans, avec presque un rapport de 8 entre la prévalence des enfants de cadres et professions libérales ici versus les enfants d'ouvriers et chômeurs. Alors en 2001, comme l'a dit Mathilde, le PNNS a été lancé avec de nombreux objectifs, la promotion de comportements favorables à la santé, mais aussi la prévention du surpoids chez l'enfant, en population générale, mais aussi chez l'enfant. Et on a constaté sur cette même période une certaine stabilisation des prévalences du surpoids chez l'enfant en France, à partir de plusieurs études. D'ailleurs, la France était un des premiers pays dits à haut revenu à rapporter une telle tendance. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'était une bonne nouvelle. Néanmoins, comme l'a suggéré Mathilde aussi, cela cache des inégalités sociales importantes d'une part, mais aussi qui s'accentuent avec une tendance à la diminution des prévalences dans les milieux plus favorisés et à l'inverse, une augmentation des prévalences dans les milieux plus défavorisés. Alors, dans le contexte des 1000 premiers jours, nous savons maintenant qu'il existe en effet des périodes précoces critiques du développement qui influencent la santé ultérieure. En fait, c'est le contexte théorique du DOAD, ou encore théorie des origines développementales de la santé, qui a été initié il y a 40 ans par un épidémiologiste britannique, David Barker, qui a montré que des enfants nés avec un petit poids de naissance petit poids de naissance résultant de carences nutritionnelles de la mère pendant la grossesse, présentaient en fait des risques accrus de développer des maladies cardio-métaboliques à l'âge adulte. Et dès lors, la période de la grossesse et de la petite enfance ont été certes reconnues comme une fenêtre de vulnérabilité par rapport à ces maladies chroniques futures, mais finalement aussi comme une fenêtre d'opportunité pour intervenir par des actions de santé publique qui viseraient l'ensemble de ces comportements de la balance énergétique qui sont théoriquement modifiables. Et j'insiste sur le mot théoriquement parce qu'on va voir que ce n'est pas si simple. Et le projet qu'on va vous présenter avec Benjamin Cavalli aujourd'hui s'inscrit vraiment à la convergence de ces deux domaines, les inégalités sociales précoces d'une part et le DOAD.
Alors j'aimerais revenir sur certains chiffres relatifs à la pauvreté en France. Donc l'INSEE rapporte plus de 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire. C'est 15% de la population, 3 millions d'enfants. Et le fait est que ce taux de pauvreté est fonction décroissante de l'âge, avec notamment un enfant sur 5 de moins de 3 ans qui vit en France dans des foyers en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Les familles monoparentales sont davantage touchées, tout comme les familles avec plusieurs enfants. Évidemment, ces chiffres sont tout à fait alarmants. Et je vous ai illustré ici aussi les disparités territoriales avec les DROM, et cela fait écho à ce que tu disais Mathilde, qui sont touchés par la pauvreté, mais aussi le nord de la France et le sud-est notamment. Alors les recherches montrent malheureusement les limites des programmes généraux d'éducation à la santé qui auraient finalement un peu ou moins d'impact sur les populations les plus défavorisées et qui pourraient même tendre à accroître les inégalités sociales de santé, ce qui pose évidemment des questions d'équité sociale. Et le fait est que les acteurs de terrain soulignent la difficulté d'appropriation des messages généraux de santé publique du fait de multiples barrières que je n'ai pas forcément le temps de développer tout de suite, mais sur lesquelles on pourra revenir en discussion. Je pense que Benjamin est très calé pour en parler en tant qu'acteur. Ces barrières renvoient certes à des contraintes budgétaires, mais pas que. Cela renvoie aussi à des facteurs davantage liés à la disponibilité ou l'accessibilité, notamment à des produits de bonne qualité nutritionnelle, quand on pense à l'alimentation, mais aussi des facteurs socioculturels tels que des questions comme la littératie, les connaissances, les attitudes, les normes ou encore les croyances. Alors évidemment, quand il y a des contraintes budgétaires au niveau d'un foyer, malheureusement, les arbitrages se font souvent au niveau de l'alimentation. Ils peuvent être qualitatifs, donc on renonce à certains aliments, et ou quantitatifs, et là on mange moins qu'on souhaiterait. Et à l'inverse, la sécurité alimentaire, je cite, est assurée lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès matériel, social et économique à une alimentation suffisante, donc ça renvoie à l'aspect quantitatif de la définition de l'insécurité alimentaire, mais aussi sûre et nutritive, ce qui renvoie à l'aspect qualitatif, et répond ainsi à leurs besoins alimentaires et à leurs préférences, et qui leur permet de mener une vie saine et active. Alors concernant l'insécurité alimentaire en France, on a finalement peu d'études qui permettent de vraiment bien établir le taux de personnes concernées. Dans les dernières études INCa et dans le baromètre de la pauvreté mené récemment par le Secours populaire, il semblerait que le taux soit d'environ 11-12%. Néanmoins, c'est sans doute un taux sous-estimé, parce que comme l'a dit Mathilde précédemment, dans les études épidémiologiques menées en population générale, on tend à sous-représenter les populations, les sous-groupes de population en situation de plus grande précarité. Néanmoins, ce que montrent ces études en population générale, c'est que l'insécurité alimentaire touche plus fréquemment les jeunes adultes, les femmes, les personnes en situation de monoparentalité et aussi évidemment les personnes qui rencontrent des difficultés économiques ou sociales. Alors les rares études menées en France plus ciblées auprès de publics en situation de précarité, alors notamment l'étude Amena qu'a présentée Mathilde, menée auprès d'utilisateurs de l'aide alimentaire donc en 2011-2012, qui, elle, rapportait donc 75% d'adultes en situation d'insécurité alimentaire. Ce taux a été confirmé dans une enquête qui a été menée en 2013 par le SAMU social de Paris, l'étude ENFAMS, menée donc en Île-de-France auprès de familles sans domicile hébergées par le 115, qui rapportait également un taux d'insécurité alimentaire d'environ 77%. Et comme l'a évoqué Mathilde, l'insécurité alimentaire et donc la faim côtoient également des prévalences de surpoids et d'obésité tout à fait alarmantes. Finalement, là, chez les femmes dans Abena ou les mères dans l'étude ENFAMS, on voit qu'il y a 30 points de plus de surpoids ou d'obésité relativement à l'enquête OBEPI à gauche de la diapositive. Et puis, notamment dans l'étude ENFAMS, des taux importants d'anémie ont été rapportés chez les mères et chez les enfants.
Ceci illustre ce qu'on appelle le paradoxe faim-obésité, qui renvoie à cette notion de double fardeau de la malnutrition, à la fois par carence et par excès, qui n'est donc pas le seul apanage des pays dits à bas revenus, mais qui concerne aussi des sous-groupes de population dans des pays à haut revenu, notamment la France. Alors, dans un contexte d'insécurité alimentaire croissant, l'aide alimentaire est évidemment très précieuse. D'ailleurs, comme tu l'as évoqué Mathilde, le nombre de personnes y recourant augmente. Alors les chiffres ne sont pas si simples, parce que ce n'est pas évident de mesurer précisément le nombre de personnes y recourant, mais voilà, on est passé quand même de 2,8 millions environ en 2012 à 7-8 millions depuis la crise sanitaire. C'est une solution évidemment importante, néanmoins, ça reste une solution d'urgence qui ne permettra pas de répondre à l'enjeu des inégalités d'accès à l'échelle de la population à des aliments de bonne qualité nutritionnelle. Et il a été montré que seul un quart des personnes en situation d'insécurité alimentaire en fait, y recouraient véritablement. Et d'ailleurs, certaines limites de l'aide alimentaire sont souvent évoquées. Le fait qu'elle repose sur un modèle économique qui soit incertain, car dépendant de subventions. Elle est associée à certaines contraintes administratives, notamment il faut pouvoir justifier d'un certain seuil de revenus. Donc il y a des effets seuil, une certaine stabilité de logement. Et il y a une certaine complexité administrative à pouvoir y recourir, qui dépend d'ailleurs des associations et des territoires. Il peut y avoir des difficultés pratiques d'accès. Souvent, l'aide alimentaire, c'est un certain jour de la semaine à l'autre bout de l'agglomération, à des horaires très précis. Il faut souvent faire la queue devant tout le monde, ce qui peut engendrer un sentiment de stigmatisation. Certaines personnes qui y recourent décrivent en effet un sentiment de honte et d'échec, voire de non-légitimité au sens où, je cite, « d'autres en ont plus besoin que moi ». Et par ailleurs, son contenu n'est finalement que très peu adapté aux besoins nutritionnels du jeune enfant, qui sont évidemment très spécifiques. Et l'ensemble de ces limites explique en partie le fait que le non-recours à l'aide alimentaire est important, même si il n'est pas simple à mesurer et on n'a pas vraiment de chiffres sur ce point. Alors on comprend bien que pour atteindre plus efficacement les populations et les familles en situation de plus grande vulnérabilité, il est important de développer, de mettre en œuvre et aussi d'évaluer des interventions de santé publique qui soient adaptées, proportionnées, voire ciblées. Et c'est d'ailleurs inscrit dans les recommandations récentes en santé publique. Néanmoins, pour renforcer l'équité sociale de ces actions, il nous semble vraiment très important de mobiliser aussi des leviers structurels, en plus de la seule information, pour renforcer le pouvoir d'agir des personnes les plus vulnérabilisées. Néanmoins, très rares sont les études interventionnelles en santé publique menées auprès de familles en situation de vulnérabilité sociale qui sont connues pour être difficiles à enquêter. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire difficile à échantillonner, difficile à identifier, difficile à atteindre, difficile à convaincre de participer, difficile à interroger et difficile à suivre dans le temps. Donc cela explique en partie pourquoi les sous-groupes de populations les plus précarisés sont le plus souvent sous-représentés dans les études épidémiologiques, et d'où l'importance aussi d'études plus ciblées avec des outils adaptés. Et donc je passe la parole à Benjamin, qui va à présent vous parler du programme Malin, qui s'inscrit vraiment dans ce contexte-là. Merci beaucoup Sandrine. Avant de passer le premier slide, ce qui va être important, c'est de comprendre les éléments de constat qui ont amené notre démarche. On a lancé notre démarche il y a un peu plus de 14 ans. Je ne vais pas les détailler parce que Sandrine l'a très bien fait, mais c'est important en fait de les synthétiser. Nous, il y a 14 ans, effectivement, les sociétés savantes de pédiatrie avaient identifié l'importance de la période des 1000 premiers jours. Et Sandrine a cité les raisons, c'est à la fois l'impact santé, mais aussi la fenêtre d'opportunité que ça représente. L'alimentation et les enjeux nutritionnels remontent dans la préoccupation des parents. La fameuse question des inégalités sociales de santé,
avec aujourd'hui une situation qui s'aggrave. Alors non pas que les parents sont un peu plus perdus qu'ils ne l'étaient auparavant par rapport à la crise qu'on peut traverser, mais il y a la fameuse, une fois qu'on a compris 5 fruits, 5 légumes, il faut pouvoir les acheter. Et là aujourd'hui on a 2 éléments alarmants. De notre côté, avec des données récupérées en sortie de caisse, on voit qu'on a une diminution très forte de la consommation du lait infantile, notamment 2e et 3e âge. Et hélas, ce n'est absolument pas l'allaitement qui prend le relais, c'est plutôt l'augmentation du lait de vache. Clairement, l'arbitrage budgétaire est en train de s'opérer de manière importante, surtout que les prix de ces produits ont augmenté. Et la deuxième chose, et ça c'est plutôt nos amis de familles rurales qui l'ont mis en évidence, on a aussi un impact sur la consommation des fruits et légumes avec la raison du levier budgétaire comme contrainte principale pour pouvoir les acheter. Le troisième élément hyper important pour nous également, c'est à la fois l'intérêt mais aussi les limites de l'aide alimentaire. Sandrine l'a montré, ça ne touche pas tout le monde et vous allez voir, on apporte aussi des solutions parce qu'on ne trouve pas toujours, une fois qu'on a passé la porte, on n'y trouve pas toujours, les parents en tout cas de jeunes enfants n'y trouvent pas toujours les bons conseils et les bons produits. Ce qu'on a essayé de faire d'un peu différent, on va dire, dans Malin, si on devait résumer notre démarche, c'est 2 choses. La première, c'est de mettre des organisations venant d'environnements différents autour de la table. Et ça, en fait, on a un combat commun qui est l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants en bas âge vivant dans des familles en situation précaire. Donc ça, c'est le combat de tout le monde. Et surtout, ça va nous permettre en fait, de récupérer des expertises et des regards croisés. Et donc, dans cette alliance, on va retrouver des associations comme la Croix-Rouge française, des sociétés savantes de pédiatrie, les pouvoirs publics et des entreprises. Et vous allez voir concrètement dans ce qu'on propose en termes de dispositifs, comment chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Je n'ai pas cité, mais c'est presque une faute professionnelle. On a bien entendu les chercheurs avec l'INSERM. Et ça, vous allez voir, c'est un axe stratégique chez nous, puisque dans les statuts de l'association, on a un volet études et connaissances et on a fortement investi sur ce volet-là. La deuxième chose ensuite qu'on a décidé de faire et qui peut être un peu l'originalité de la démarche, c'est que avant de commencer à construire et développer l'offre, on a été sur le terrain pour pouvoir identifier vraiment les problématiques auxquelles les familles étaient confrontées et les problématiques des acteurs de terrain. Pendant 2 ans, sur 3 territoires, on a été discuter des contraintes autour des enjeux nutritionnels et des contraintes de ces familles. Ce qui nous a permis ensuite d'enchaîner une deuxième phase, c'est qu'une fois qu'on avait un peu compris les problématiques, on a co-construit tout le dispositif en lien avec les acteurs et les familles afin d'apporter une offre la plus pertinente possible. Le point très important, c'est la spécificité des populations qu'on cible. Souvent, nous, dans Malin, on parle de double prévention. Prévention santé pendant les 1000 premiers jours, prévention précoce, mais aussi prévention grande précarité. Aujourd'hui, on a des classes moyennes qui se fragilisent. La crise vient impacter pas uniquement les plus précaires, dont la situation s'aggrave, mais vient aussi fragiliser des populations qui ont un emploi, sont socialisées. Et donc là, aujourd'hui, la problématique, c'est que les dispositifs portés par les pouvoirs publics et par de nombreuses associations sont basés sur des logiques curatives de la pauvreté. Et donc là, l'idée, c'est aussi d'innover un peu et d'être en capacité d'aller vers ces populations qui vont se situer juste en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et l'objectif, c'est que pour aider la Croix-Rouge française et le Resto du Cœur, la meilleure chose à faire, c'est d'éviter que les gens aillent à passer les portes de l'aide alimentaire. Donc vous voyez là, on a aujourd'hui 75% des familles inscrites à Malin ne bénéficient pas de l'aide alimentaire et donc on est vraiment sur les populations en insécurité alimentaire mais qui ne vont pas recourir à cette aide. Les 25 autres, on va être aussi complémentaires puisque c'est des familles qui généralement ne vont pas trouver le bon conseil ou le bon produit et qui du coup vont pouvoir bénéficier de ce qu'on leur propose, ce qui arrive concrètement juste après. Un point hyper important aussi, on a décidé d'essayer d'identifier, de pouvoir inscrire des familles qui sont situées juste au-dessus du seuil de pauvreté. Pour éviter l'effet de seuil, je vais prendre des exemples concrets. Voilà,
on est parents, on divorce, la maman va se retrouver en situation monoparentale avec la garde des enfants et on va commencer à ne pas pouvoir payer les factures de la crèche. Le quotient familial, la partie administrative ne se met pas tout de suite à jour et là on a une zone de fragilité et donc l'idée c'est de pouvoir aussi aller aider ce type de situation-là. Et donc là vous allez voir, je vais vous détailler après, on a un dispositif qui est focalisé, qui mobilise des acteurs de terrain qui vont pouvoir identifier et inscrire des familles sur des critères subjectifs ou objectifs. Hop. Concrètement, nos 4 leviers d'action. Donc aujourd'hui, on a la chance et le privilège de pouvoir avoir un partenariat stratégique avec la Caisse nationale d'allocation familiale qui va du coup communiquer auprès de ses allocataires sur 2 périodes clés qui sont la grossesse et le 5 mois de l'enfant. Concrètement, la CNAF va envoyer un mail à ses allocataires. Et le point important, c'est en gros à tous les allocataires, peu importe le niveau de revenu. Parce que le combat qu'on porte en commun avec la CNAF, c'est que les sujets de santé publique et les enjeux nutritionnels concernent tous les parents et pas uniquement les parents en difficulté. Et donc aujourd'hui, ça nous permet d'envoyer 90 000 mails chaque mois sur 93 départements. Sur ce mail, on dit, voilà, vous allez être parent, vous pouvez bénéficier de conseils et si vous avez besoin d'un coup de pouce budgétaire, vous allez pouvoir bénéficier d'une offre sur des produits adaptés de qualité. Et ensuite, les parents vont venir sur notre site internet et là va commencer la phase de sensibilisation et de conseil. Et là, notre travail, c'est de contribuer, comme Santé publique France et comme d'autres associations, à relayer les messages de santé publique. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé d'identifier les messages prioritaires avec les pédiatres basés sur les informations qu'on a récupérées à l'époque. Et ce qui est hyper important dans Malin, l'idée, c'est d'avoir des contenus vraiment non stigmatisants qui permettent aux familles de progresser dans leur pratique nutritionnelle et de les prendre là où ça commence. L'histoire, nous, elle a commencé en repérant une maman qui était dans un centre maternel qui donnait une boîte de raviolis à son enfant froide à 17h. Et donc effectivement, si notre objectif était de l'amener à consommer de suite avec notre aide un gratin de courgettes bio en circuit court, on a loupé quelques étapes. Et donc effectivement, dans la philosophie du travail qu'on a mené, l'idée c'est de trouver la boîte à outils et les bons outils pour que là où on en est dans les pratiques, on puisse progresser. Une fois que les parents ont compris que 5 fruits, 5 légumes, c'est hyper important, il faut encore une fois pouvoir acheter ces produits adaptés de qualité. Et donc là, on va passer... donc l'offre conseil est utilisable sur tous les parents et adaptée aux contraintes des familles en difficulté. Par contre, l'offre de produits adaptés de qualité, là, elle est réservée aux familles en difficulté. Et donc, on va avoir 2 manières de pouvoir vérifier cette éligibilité. Soit sur le site internet directement, c'est le quotient familial qui va définir l'éligibilité, donc les parents le rentrent et mettent un justificatif. Soit on a un réseau d'acteurs de terrain qui, eux-mêmes, vont pouvoir définir l'éligibilité de la famille. Et donc concrètement, aujourd'hui, l'innovation du modèle, c'est qu'on propose sur l'alimentation infantile, alors on travaille bien entendu sur les questions d'allaitement, on ne fait pas de lait premier âge pour respecter le code de l'OMS, et pour faire la promotion de l'allaitement. Donc on travaille sur l'alimentation infantile et l'alimentation familiale fait maison. Et les familles vont pouvoir recevoir à leur domicile des réductions de 20 à 80% sur des produits sélectionnés par les sociétés savantes en lien avec les recommandations du PNNS. Donc globalement, on a 95% des produits Nutri-Score A et B. On a un produit Nutri-Score C parce qu'il y a des fruits dedans, c'est un yaourt lacté bio-équitable. Et donc, les familles vont pouvoir utiliser ces bons de réduction dans n'importe quel supermarché. L'accessibilité, ce n'est pas uniquement le prix en caisse, c'est aussi l'endroit où on va aller le chercher. Et donc là, il y a un accès sur, peu importe les enseignes, tous les supermarchés. Et sur le fait maison, on a une offre au-delà des produits alimentaires. C'est important de travailler également l'équipement en cuisine et on a la possibilité dans Malin d'acheter à 50% moins cher des ustensiles de cuisine de base, casseroles, cocotte minute.
On travaille également sur les circuits courts, sujet qu'on souhaite accélérer avec des dispositifs d'accès à des paniers fruits et légumes bio en fonction des territoires dans lesquels les familles vont se situer. Et le dernier point qui est très important et qui fait le lien avec notre présence ici et Sandrine et son laboratoire, c'est bien sûr comprendre et évaluer l'impact. Et donc là, on mène un certain nombre de démarches, dont la fameuse étude ECAI, dont Sandrine va vous parler tout de suite après. Pour finir, je voulais vous partager nos résultats et nos axes de développement. Donc on a changé d'échelle, on a, vous voyez, travaillé sur un nombre de territoires limité pendant très longtemps, et depuis 2021, on est passé à l'échelle nationale, et là on a eu une véritable accélération. Aujourd'hui, on touche 130 000 enfants et leurs familles, enfin 130 000 enfants entre 0 et 3 ans et leurs familles sur 93 départements. C'est à la fois beaucoup, mais ce n'est que 20% des familles éligibles, et donc on a pour volonté d'accélérer. Sur les territoires sur lesquels on est, pour renforcer notre impact, aujourd'hui on est sur 4 départements, on mobilise les acteurs de terrain, et avec ces acteurs de terrain, on travaille la formation pour qu'ils puissent être mieux en mesure de parler d'alimentation. L'exemple qu'on prend souvent pour expliquer notre démarche, c'est que, par exemple, un acteur comme la PMI, qui rencontre souvent les familles, va avoir des difficultés pour travailler sur des situations compliquées. Il y a des mamans qui arrivent avec un biberon de coca, et en fait, généralement, quand on prend le PNNS et cette situation-là, ça fait des étincelles, et la maman ne revient pas toujours. Et donc, nous, on a essayé de comprendre, d'expliciter en disant, bah voilà, l'important, c'est de commencer par comprendre pourquoi il y a le biberon de coca. C'est peut-être un problème d'information, c'est peut-être parce que le rempli, généralement, c'est pour calmer l'enfant et qu'elle voit, ça lui fait plaisir. Et ensuite, on va travailler avec le professionnel pour que petit à petit, ce biberon de coca soit dilué dans l'eau et qu'au bout de 3 semaines, le biberon d'eau puisse être la solution. Voilà, ça c'est pour illustrer le travail qu'on mène avec les professionnels, et on a des premiers résultats positifs sur des études qu'on a menées en interne ou avec des instituts de sondage, parce que voilà, l'étude ECAI est superbe, mais on n'aura pas les résultats tout de suite. Les derniers points, c'est les axes de développement. On a vocation à accélérer et passer inscrire au moins 50% des enfants éligibles et plus de 250 000 enfants. On a notamment un enjeu sur les DROM, sur lequel on est en train de mener une étude de faisabilité grâce au soutien de l'État. Et on veut également renforcer la mobilisation des familles à grande échelle. Aujourd'hui, les familles parlent de nous sur les réseaux sociaux, et l'idée, c'est de pouvoir accélérer ce levier-là. Et bien entendu, renforcer notre offre. On a encore un travail à mener sur la partie conseil et sur la partie budgétaire en finalisant l'assiette idéale du PNNS. Voilà, le dernier point hyper important, enfin il y en a 2 derniers, puis je repasse la parole à Sandrine, c'est que pour nous, c'est aussi hyper important d'être articulé avec les stratégies portées par les pouvoirs publics. On n'est qu'un levier de diffusion. Et donc nous, on a eu l'opportunité d'être intégré à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Et donc là, on va retrouver la partie inégalité sociale. Et pour nous, c'était hyper important également d'être intégré au PNNS 4 pour avoir le volet inégalité sociale de santé. Et donc aujourd'hui, on travaille avec les équipes pour pouvoir poursuivre ces logiques-là sur les nouveaux programmes qui sont en train de se préparer, notamment le Pacte des solidarités. Et en fait, je suis là aujourd'hui parce que quand on a lancé notre démarche, on s'est tout de suite posé la question de comment évaluer notre programme. L'idée, c'est qu'on a mobilisé beaucoup d'énergie collective, et pour nous, il était impératif de pouvoir mesurer notre efficacité. Et surtout, on butait sur le fait qu'on n'avait pas de données disponibles sur la situation nutritionnelle de ces enfants. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers le laboratoire de Sandrine et les travaux de Sandrine, et qu'on a eu l'opportunité de lancer cette démarche ensemble. Voilà, Sandrine. Merci. Et donc, je vais vous parler maintenant de l'étude ECAI, enfin. Je voulais commencer par quelques dates historiques de ce projet. En 2012, donc, Benjamin nous a contactés, on a commencé de développer ensemble le protocole de l'étude, les outils, les questionnaires, et donc tout cela dans un esprit vraiment de co-construction avec les différents partenaires historiques du programme Malin et les partenaires aussi de l'implémentation. Donc ça, c'était 2012-2013. De 2014 à 2016, et j'insiste sur ces 3 années,
On a essayé d'obtenir les autorisations administratives pour pouvoir conduire cette étude correctement, mais on s'est heurté à un vide juridique en fait par rapport au statut de cette étude. En fait, la recherche interventionnelle en santé publique était peu cadrée à l'époque. Je ne sais pas si ça s'est vraiment amélioré avec la loi Jardé. En tous les cas, ça permet de comprendre pourquoi la France est si en retard par rapport à ce genre de recherche, notamment par rapport aux pays anglo-saxons, voire les pays, nos voisins européens, mais je ferme la parenthèse. Et enfin, en 2017, on a pu enfin démarrer l'étude en tant que telle. Donc cela vous illustre le temps long qui peut être associé à ce type de recherche. Alors, écaille, qu'est-ce que c'est ? Je suis sûre, Mathilde, que tu as parlé des essais contrôlés randomisés. Donc, c'est un essai contrôlé randomisé, donc démarré en 2017, avec comme premier centre d'investigation le CHU de Lille, et en particulier son centre d'investigation clinique, et sa maternité, donc la maternité Jeanne de Flandre. On a ouvert un deuxième centre en 2021 à Valenciennes, la maternité Monaco du CH de Valenciennes, pour deux raisons. D'une part, essayer d'accélérer les inclusions dans l'étude, et par ailleurs aussi diversifier les profils des familles incluses dans l'étude écaille. Donc, dans cette étude, des femmes enceintes en situation de vulnérabilité sociale sont repérées en maternité pendant leur consultation prénatale par des soignants sur la base d'un questionnaire dit d'éligibilité. Et ensuite, elles sont informées sur l'étude par des diététiciennes qui attendent en salle d'attente et qui incluent les patientes, donc femmes enceintes si elles le souhaitent, familles qu'elles suivent ensuite jusqu'aux 2 ans de l'enfant à domicile. Il faut noter que ces diététiciennes sont formées pendant 8 jours à l'étude écaille. On pourra revenir sur cette formation si vous le souhaitez. Donc ce suivi commence au 3e trimestre de grossesse. Il y a environ 6-7 visites à domicile jusqu'aux 24 mois de l'enfant. À la naissance, il y a une visite en maternité ensuite de naissance. Le groupe contrôle reçoit les soins courants et le groupe intervention reçoit le programme Malin. Alors je reviens sur le programme Malin en tant que tel. Donc vous avez sur cette diapositive les 2 composantes dont Benjamin vient de parler, à la fois la composante budgétaire pour faciliter l'accès à des aliments de bonne qualité nutritionnelle. Donc on a des paniers de fruits et légumes frais issus de circuits courts et les ustensiles de cuisine qui sont mis à disposition des familles à partir de la grossesse et les bons de réduction uniquement à partir des 6 mois de l'enfant, comme tu l'as dit Benjamin, notamment pour ne pas interférer avec l'allaitement qui est un focus très important du programme Malin. Et puis l'accompagnement nutritionnel au sens des différents comportements de la balance énergétique. Donc cet accompagnement concerne l'alimentation, l'activité physique, les routines de sommeil et l'exposition aux écrans. Cet accompagnement a pour spécificité de s'adapter le mieux possible aux contraintes budgétaires et respecter les savoirs et les spécificités, notamment culturelles, des familles incluses. C'est un accompagnement qui a vraiment comme moteur d'être positif, non prescriptif, non culpabilisateur et non stigmatisant. En fait, l'idée ici, en s'appuyant sur différents outils qu'on n'a pas détaillés, mais sur lesquels on pourra revenir, et aussi du soutien social, l'idée c'est de renforcer les connaissances nutritionnelles des parents, leurs compétences, leur autonomisation, et aussi, surtout, leur sentiment d'auto-efficacité pour pouvoir mettre en œuvre les différentes recommandations de santé publique. Le recueil dans écaille est mixte. Il est à la fois quantitatif, avec des questionnaires qui sont posés en face à face par les diététiciennes aux différents temps de suivi. Elle mesure aussi le poids, la taille et le périmètre crânien des enfants. Et puis, grâce à Delphine Poquet, ici présente, Delphine, nous avons pu l'an dernier démarrer un volet qualitatif à la faveur notamment d'observations et d'entretiens semi-directifs que Delphine mène à la fois auprès des familles, mais aussi des acteurs de la recherche. Dans cette étude, nous visons donc à mesurer l'impact du programme Malin sur différents critères d'évaluation qui concernent l'enfant dans ses 2 premières années de vie. On est très intéressé par l'impact du programme sur l'initiation à l'allaitement et la durée de l'allaitement,
mais aussi sur la qualité globale de l'alimentation, l'activité physique, la sédentarité, le sommeil. Et nous mesurons aussi l'impact du programme sur la croissance précoce et le risque d'obésité. Au-delà de l'évaluation de l'efficacité du programme sur ces différents critères, nous allons essayer aussi de mieux comprendre les mécanismes de l'action, si effet il y a. Je veux dire par là, essayer de comprendre si l'effet passe par une modification des arbitrages budgétaires, l'alimentation, la qualité de l'alimentation des parents, leur connaissance nutritionnelle, leur pratique parentale, mais aussi leur sentiment d'auto-efficacité pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations nutritionnelles. Et nous avons aussi des raisons de penser que l'effet sera différent en fonction de caractéristiques socio-démographiques au départ, notamment l'âge de la mère, le fait qu'elle soit primipare ou multipare, le niveau de vulnérabilité au départ et le statut migratoire. Et donc nous allons mener des analyses dites de modération par sous-groupe de la population. L'idée ici est de mieux comprendre ce qui a véritablement été mis en œuvre, comment ça marche ou ça ne marche pas, et pour qui. Alors comme résultat, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à vous présenter parce que l'étude est en cours. Néanmoins, ça m'a paru important, intéressant de vous partager ces résultats provisoires qui concernent la vulnérabilité, enfin l'éligibilité des familles et leur suivi dans le temps, et la question de la vulnérabilité sociale. En fait, dans ECAI, on mesure la vulnérabilité de manière assez large, tout comme c'est le cas dans la vraie vie du programme Malin, et d'une manière générale, ce qu'on fait dans ECAI se rapproche le plus possible, en tout cas dans le groupe intervention, de la vraie vie du programme Malin. D'ailleurs, dès qu'il y a un changement dans le programme Malin, on le répercute dans le groupe intervention de l'étude ECAI. C'est une intervention complexe de santé publique. Alors, pour revenir à la vulnérabilité, en fait, il suffit, entre guillemets, d'avoir une de ces caractéristiques pour être considéré éligible dans l'étude ECAI, donc le fait de bénéficier d'aide sociale ou médicale, que l'emploi, le travail ne soit pas la principale source de revenus, de ressentir des difficultés financières, d'être en situation d'isolement social ou en précarité de logement. Donc, sur la base de cette définition, avant la crise sanitaire, 30% des femmes enceintes qui consultaient dans la maternité étaient éligibles à l'étude ECAI. Donc, ça illustre cette définition large de l'éligibilité. On a dû suspendre les inclusions dans l'étude pendant 6 mois au moment du premier confinement. Et depuis qu'on a repris les inclusions, ce taux d'éligibilité est passé alors d'abord à 36%, et là il s'est restabilisé autour de 34%, donc 4 points de plus quand même relativement à l'avant-crise sanitaire, ce qui vous montre l'impact en fait, que la crise sanitaire a eu sur le profil des vulnérabilités sociales des familles sur le territoire de l'étude. Et en fait, on a constaté que c'est surtout le fait que l'emploi ne soit pas la principale source de revenus qui a été impacté depuis la crise sanitaire. Aujourd'hui, dans ECAI, on a inclus environ 540 familles. 200 familles ont été suivies jusqu'au bout, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Nous anticipons une attrition d'environ 26%. Alors ça peut vous paraître énorme. L'attrition, c'est le nombre de perdus de vue sur les personnes incluses au départ. Ce taux peut paraître important, il est forcément important, on n'aime pas l'attrition dans les cohortes, hein. Ça engendre des biais. Néanmoins, en le comparant à une revue systématique de la littérature qu'on a faite récemment dans l'équipe sur ce type d'intervention nutritionnelle précoce auprès de familles en situation de vulnérabilité. Donc c'est une revue systématique qui n'inclut que des études menées à l'étranger, parce qu'en France, c'est vraiment la première de la sorte. Les taux d'attrition sont beaucoup plus importants, en fait. Donc cela renvoie à la petite pyramide que je vous ai montrée au départ de la complexité d'inclure et de suivre dans le temps des familles en situation de vulnérabilité sociale. D'une manière générale, le suivi dans l'étude est bon parce qu'on a pu mettre en œuvre plus de 98% des visites qui étaient initialement prévues à domicile, malgré la suspension des visites pendant 3 mois au moment du premier confinement. Aujourd'hui, ce sont plus de 2600 visites à domicile qui ont été menées par les diététiciennes. Et on a 98% des questionnaires qui sont complètement complétés, de même que les mesures anthropométriques. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce qu'en épidémiologie, on n'aime pas non plus les valeurs manquantes. Donc on a un très bon recueil des données, sans doute du fait que
Ce sont des questionnaires qui ont été posés en face à face, mais aussi parce que les diététiciennes parviennent à tisser au fil du temps une relation de confiance avec les familles incluses. Alors on anticipe la fin du terrain en 2026, donc ça vous illustre encore une fois le temps long associé à cette recherche, mais on est très motivé et on s'accroche. Alors au-delà de l'évaluation de l'impact, on va avoir là des données uniques, à la fois grâce au volet quanti qui va nous permettre d'accroître les connaissances sur les déterminants sociaux et les mécanismes impliqués dans les trajectoires comportementales et de santé dès la grossesse avec des données prospectives, et ce au sein de familles en situation de vulnérabilité qui, comme on l'a vu, sont souvent absentes de la majorité des études épidémiologiques. Et grâce au volet qualitatif, nous allons être en mesure aussi d'approfondir d'autres thèmes en lien avec cette recherche, notamment les représentations et les normes sociales des familles vis-à-vis des questions autour de l'allaitement, de la diversification alimentaire, qu'est-ce que bien manger, mal manger dans ces contextes-là, et plus généralement les représentations autour des différents modes de vie. Et cela va permettre aussi d'explorer, au-delà des barrières économiques, quelles sont les autres contraintes, à la fois logistiques, spatiales, administratives et socioculturelles, mais aussi les stratégies déployées par les familles pour se procurer des aliments, les préparer, les cuisiner, les conserver, les consommer et gérer les restes. Et bien entendu, ce volet qualitatif aussi va nous permettre d'explorer l'impact des crises, parce que finalement, depuis la crise sanitaire, s'en sont suivies deux autres, la crise énergétique, la crise économique, sur différentes de ces thématiques. Alors, j'aimerais insister sur 3 points. Tout d'abord, le fait qu'ECAI va nous permettre de tester l'effet du programme Malin sur des critères d'évaluation prédéfinis dans des conditions expérimentales, ce qui nous paraît vraiment un prérequis indispensable pour valider les hypothèses sur lesquelles a été construit ce programme. Par ailleurs, l'expérience originale acquise sur le terrain de l'étude et l'analyse fine des processus de l'intervention, c'est-à-dire ce que je vous disais, qu'est-ce qui a été mis en œuvre, comment ça a marché, pour qui, et ce à la faveur de données quali et quanti qui sont évidemment très complémentaires, cela va nous permettre de progresser sur les questions de l'inclusion, du suivi et plus généralement de l'accompagnement des familles en situation de vulnérabilité, à la fois dans la recherche, mais aussi dans le cadre des actions de santé publique qui leur sont dédiées. Et enfin, j'insisterai aussi sur cette notion de co-construction de l'étude avec les acteurs clés du programme Malin en devenir, par cette approche de type bottom-up. Vous l'avez compris, c'est une association qui contacte une équipe de recherche pour un projet commun de recherche-action. Ça nous permet vraiment pertinent dans un but de partage et de transfert de connaissances. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup appris du programme Malin. Ça a donné énormément de sens à cette recherche et j'espère que la réciproque sera vraie. Et je confirme, la réciproque est vraie. Et donc cette recherche-action est vraiment unique, je crois, au niveau national et international, comme en témoigne cette revue systématique que je vous mentionnais précédemment. Et d'ailleurs, les résultats sont également très entendus au niveau international. D'une manière générale, je dirais que de telles interventions, pendant la période des 1000 premiers jours, quand elles sont transdisciplinaires, c'est-à-dire développées et mises en œuvre avec les acteurs de terrain, quand elles sont participatives, c'est-à-dire construites et menées avec les familles destinataires et non pas pour, personnalisées, c'est-à-dire adaptées à leur contexte et proportionnées aux besoins qu'elles expriment, quand elles sont holistiques, c'est-à-dire qu'elles proposent des leviers structurels en plus de la seule information, et là je renvoie à l'offre budgétaire et le soutien social qui sont des éléments clés du programme Malin. De telles interventions ont ainsi pour ambition à la fois de toucher les deux générations, c'est-à-dire les enfants mais aussi leurs parents, de renforcer leur pouvoir d'agir par rapport au comportement de santé et ainsi d'essayer de contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. Pour terminer, j'aimerais évidemment remercier tous les co-auteurs de cette recherche, les partenaires du programme Malin, la Société française de pédiatrie et l'Association française de pédiatrie ambulatoire, la Croix-Rouge française
évidemment les familles qui acceptent de se mobiliser pour l'étude, les soignants de la maternité qui nous aident à les repérer, et bien entendu aussi l'ensemble des financeurs. Et nous vous remercions de votre attention. Merci. Alors un très très grand merci à vous deux pour cette présentation. Alors cette recherche, je parle sur l'aspect recherche, extrêmement originale, extrêmement exigeante comme tu l'as exprimé, comme on l'a perçu, et puis nous on l'a vu un petit peu te suivre dans tes aventures au quotidien. C'est absolument fondamental, c'est très complémentaire de ce qu'on peut faire nous en termes d'observation dans Nutrinet. Après à un moment il faut mettre les mains dans le cambouis, y aller, et c'est exactement ce que fait Sandrine et toute son équipe. Et puis merci infiniment d'avoir aussi ce genre d'initiative, de programme qui permet, une fois qu'on a tout théorisé et dit ce qu'il fallait faire, d'y aller et puis de tenter des choses et de les étudier. Donc c'est vraiment formidable. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, est-ce que vous avez des questions ?